Roland Tchakounte, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est à la fois un plaisir et un honneur de te rencontrer. Un plaisir parce que nous venons du même pays, Tout à fait. le Cameroun, et un honneur parce qu'en fait, j'aime beaucoup ta musique et le travail que tu fais. Merci beaucoup. Euh, Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené au blues? Comment tu as découvert le blues? J'ai découvert le blues un peu par hasard. C'est quand on est au Cameroun, nous avons la particularité de nous intéresser à toutes sortes de musique. Enfin, quand je parle de particularité, c'est que je sais que quand j'étais petit, autour de moi, on écoutait du makossa, on écoutait du mangambeu, on écoutait toutes sortes de musiques du terroir. Mais il y avait aussi à côté beaucoup d'ouverture aux musiques venues d'ailleurs, surtout en particularité de la musique afro-américaine. Et j'étais très, très, très intéressé par cette musique. Mais le blues, qui au Cameroun ne signifie pas un style musical, mais plutôt une musique lente qui permet de prendre un partenaire. Enfin, c'était plus un style dansant qu'un style musical. Et c'est un peu par hasard que je découvre le blues. C'est-à-dire que j'y rentre dans un magasin de musique et voilà, je m'a fouillé dans les dans les rayons et je tombe sur un album d'un grand chanteur qui s'appelle John Lee Hooker. Et j'écoute un titre qui s'appelle Crawling King Snake. Et ça avait une résonance qui me rappelait quelque chose de très très proche. Et j'avais l'impression d'entendre un griot du nord du Cameroun chanter, mais dans une langue qui n'était pas africaine, une langue plutôt anglaise. Et j'ai pensé que ce John Hooker était plutôt un Africain qui avait américanisé son nom. Et voilà, en poussant mes recherches, je me suis aperçu que non, c'était l'un des pionniers du blues du delta du Mississippi. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il avait une approche musicale qui était très simple, qui était très touchante, c'était plutôt une démarche de vérité artistique, quoi. C'était plus quelqu'un qui n'était pas dans l'esbrouf. Et ça m'avait beaucoup touché. Et je me suis intéressé à cette musique de cette manière-là. Voilà, tout simplement. Alors, c'est très particulier. Ça me fait penser à l'histoire d'un autre musicien camerounais célèbre qui s'appelle Richard Bonnat, Oui. qui a découvert complètement par hasard le jazz, Jaco Pastorius, et qui n'y connaissait rien, et puis qui est devenu un maître Oui, de la question. Oui, Aujourd'hui, tout à fait, ouais. on pourrait dire la même chose de toi. Tu es devenu un maître du blues, en quelque sorte. Bon, en tout cas, Sans fausse modestie, hein. oui. J'ai vraiment une passion pour le blues. Et peut-être cette passion qui est sincère, qui est profonde et et je le fais en toute modestie. Peut-être que ça a une portée plus importante que ce que j'imagine. Mais en tout cas, quand je fais le blues, je ne calcule pas. Je suis juste en train de m'exprimer dans un style musical qui me touche et qui me permet justement de dire des choses qui me porte à cœur avec plus de simplicité, avec plus de fluidité. Et donc, penser que que ma démarche a un intérêt, bon. Les articles sont dithyrambiques, hein. Je veux dire, Voilà. au-delà de ça, même des gens, moi j'ai découvert ta musique complètement par hasard. C'est quelqu'un qui m'a parlé, qui me dit, mais tu connais pas Roland Tchakounte? Et donc en fait, les gens apprécient. Oui. C'est que justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis dans la musique pour faire de la musique, pas pour autre chose. Et mettre de l'énergie dans ce qu'on pourrait appeler le développement de carrière, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est ce qui explique que à certains endroits, notamment au pays, je suis peu présent parce que par fainéantise ou par manque de temps, je fais pas l'effort de faire ce travail-là, ce travail de rencontre avec le public camerounais. Et ce qui explique que voilà, tu découvres la musique un peu par hasard. Et pourtant, à côté de ça, je travaille, je fais mon petit chemin tranquillement. C'est quand même 6 albums déjà, il faut le dire. Hein. Voilà, oui, c'est tout à fait mon 6e album. Donc voilà, il y a un travail qui se fait, mais je le fais en toute modestie. Et quand les gens apprécient, ça me plaît encore. Et découvrir qu'un frère comme toi, tu vois, tu découvres ça,
et qui manifeste l'intérêt et m'invite à une émission comme la tienne, ça me touche franchement. Avant de parler de tes albums, nous allons revenir donc sur ta pratique artistique. Donc tu es guitariste, ce qui est peu commun au Cameroun. Hein. Je veux dire, quand on parle du Cameroun, généralement on parle des bassistes. Si. Mais toi, tu as choisi la guitare. Non, j'ai pas choisi la guitare, je suis bassiste. Tu es bassiste. Je suis bassiste, oui. Richard Bona, on s'est perdu de vue depuis très longtemps, et depuis plus de 25 ans. Mais comment dire, je ne sais plus si tu te souviens encore de tout cela. Je sais que très jeune, Richard Bona a commencé dans les clubs à Douala, et c'était un virtuose, c'était jeune mais hyper talentueux, et on fait des tournées dans les petites villes, et notamment dans un club qui appartenait à mon oncle, dans une ville qui s'appelle Edea. Et j'ai découvert Richard Bona comme ça. Nous étions tout petits, et on s'est rencontrés comme ça. Donc on a jamais ensemble. À chaque fois qu'il venait à Edea pour jouer, on échangeait, on se découvrait, et il était déjà très impressionnant dès ses débuts. Et quand on s'est perdu de vue à Douala, et on s'est retrouvé en France. En France, c'était en 90, oui. On s'est rencontrés, et il était venu 1 an avant moi. Et quand on s'est retrouvés, j'ai dit, alors, c'est par où le chemin? Il me dit, mais bon, là, je trace, j'estime que ma place, c'est peut-être, je pourrais faire ma place aux États-Unis, et que, voilà, j'ai fait des démarches pour aller vers là-bas. Il avait complètement raison, parce que il a découvert le jazz, le blues, peut-être qu'il le dit comme ça, mais je sais qu'il a toujours baigné dans cet univers-là, Richard Bona quand même. Il a toujours baigné dans cet univers, même si dans le Makossa, il avait fait beaucoup de choses, mais dans le jazz, il était quand même déjà avant même de venir en France, il était déjà dans cet univers-là. Et quand il découvre les grands musiciens comme Pastorius, etc., ça vient juste enrichir encore, sa démarche musicale, quoi. Revenons donc sur toi. Hein. Et donc tu es bassiste. Alors à la base, et comment est-ce que tu commences ta pratique artistique en elle-même? Mais je la commence comme beaucoup de gens au Cameroun. L'école de musique, c'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde au Cameroun. C'est-à-dire que j'ai effectivement commencé l'apprentissage d'instruments, de la guitare, des instruments à cordes par la guitare. Et c'est justement en regardant les gens jouer que voilà, je me suis mis à apprendre. Donc je regardais, j'essayais de placer les doigts, et puis au fur et à mesure des entraînements, j'arrivais à placer quelques accords, et puis c'est parti comme ça. Mais le Cameroun a cette particularité-là de produire beaucoup de bassistes, parce qu'on a la référence le grand bassiste là, Douala, Jean-Di Koto-Mandengue. Jean-Di Koto-Mandengue, ça c'est la première référence. Vicky Edimo, voilà. Il y avait surtout ces deux-là qui étaient pour moi des références absolues. Donc voilà, et moi je voulais suivre les traces de Vicky Edimo surtout, parce que c'était quelqu'un d'éblouissant dans son jeu. Et voilà, donc j'ai appris la basse par admiration pour Vicky Edimo et Jean-Di Koto-Mandengue. Et puis, finalement, pour les compositions, je me suis aperçu que la guitare était beaucoup plus pratique voilà. Et puis, je suis essayé d'autres instruments, et par défaut aussi, parce que lorsqu'on n'a pas les moyens de s'entourer de musiciens pour vous aider dans la construction, dans l'élaboration d'une chanson, on est obligé de le faire soi-même. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'ai placé des lignes de guitare, plus une ligne de basse, et puis j'essayais un peu de clavier, et au fur et à mesure, voilà, on s'essaye à plusieurs instruments. Et voilà. Mais je me définis plus aujourd'hui, je me définis comme guitariste, certes, mais la basse, c'est vraiment mon instrument de prédilection, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc, Camerounais complètement. Voilà. Et élève aussi ou professeur de cette école de basse camerounaise dont on parle. Avant de parler de ton dernier album, Gamey and Smiling Blues, nous allons parler du blues en général, du blues africain, de ce qu'on appelle aujourd'hui le blues africain. Ali Farka Touré, il a de l'importance pour toi? Il a une très grande importance pour moi. C'est parce que Ali Farka Touré c'est lui qui m'a aidé à me débarrasser du complexe de chanter
le blues dans une langue africaine. Parce que le blues, à la base, enfin le blues structuré delta, structuré en 12 mesures, comme le blues du delta, etc., c'est chanté en général en anglais. Et puis, il y a d'autres langues occidentales, comme le français, qui s'y ajoutent, et ça passe. Mais essayez de faire cette... Parce que quand on parle du blues africain, moi, je vois plutôt une musique, une sonorité mandingue, qui n'est pas le blues. Et Alifa Katouré lui-même ne définissait pas sa musique comme étant du blues. Pour lui, c'était la musique traditionnelle africaine, celle qui était vraiment à la base de ce blues-là. Mais ça ne s'appelait pas blues. Et il refusait le terme blues pour sa musique. Bon, on le définissait comme ça, le blues africain, ok. Mais pour lui, c'était la musique du Sahel, et qui était à l'origine de la musique du Delta, qui a donné naissance à la musique américaine. Et lui s'est positionné un peu comme, comment dire, étant dans une démarche musicale qui a un rapport avec les racines du blues. Du blues. Et il était un peu le dépositaire de la mémoire. Voilà, tout à fait. Voilà, lui, il était plutôt dans cette... Et il avait complètement raison. Parce que, voilà, c'est... Et donc, moi, j'ai plutôt choisi cette forme structurée, cette forme du blues en 12 mesures qui est exprimée dans le delta du Mississippi et sur laquelle je choisis de poser la langue africaine. C'est un peu une façon modeste pour moi de rappeler un peu, comment dire, de rappeler un peu l'histoire de cette musique qui est un peu le fruit qui vient de l'esclavage, l'Afrique a été pendant tout le cheminement qu'a fait cette musique, un peu oubliée dans ce parcours. Et j'essaye en toute modestie de rappeler qu'à l'origine du blues, il y a l'Afrique. Et je pose la langue africaine dessus. Et voilà, j'essaie de voir ce que ça donne. Et visiblement, ça prend. Et donc, ça me fait, ça définit un peu un style. Mais c'est pas voulu en tant que tel, j'ai pas conçu, je me suis pas dit, j'ai créé un style. Je me suis dit, voilà, je vais chanter le blues du Delta dans une langue africaine. Voilà, tout simplement. Tu parles là du lien entre, je dirais, l'Afrique et donc les Afro-Américains. J'ai lu une critique fort intéressante de ton travail qui disait que lorsqu'on écoutait ta musique, il n'y avait pas de fortuité dans le cousinage. C'était évident que la musique blues donc afro-américaine, et la tienne sont complètement liées. Tout à fait. Il y a aussi le souci de rappeler que les langues africaines que certains appellent les dialectes, que moi, c'est des langues et pour moi, il y a aussi le souci de rappeler que c'est de très belles langues. Quand on chante en douala, par exemple, c'est quelque chose de très émouvant. Quand on chante en béti, je rentre dans la profondeur de cette démarche-là et je trouve ça très beau. Et je me suis dit, étant bamiliqué, chanter dans ma langue maternelle, c'est quelque chose qui me plaît personnellement. Ça me permet de chanter avec une aisance que je n'aurais pas si je le faisais en anglais. Tout le monde sait le faire. C'est-à-dire, lorsque je ne suis pas dans un projet Roland Tchakounté, je chante en anglais, et en anglais, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit de défendre un projet personnel, la langue officielle de ma musique, c'est le bamileke, et que je trouve très belle. Et le public découvre aussi que, voilà, je suis pas hors sujet en faisant cette démarche-là. Et je me suis produit sur les scènes en Asie, et la réaction a été toujours, très, 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 très touchante. Les gens ne comprennent pas forcément ce que je raconte, mais il y a toujours il y a quelque chose, il y a une communication, il y a des gens qui rentrent qui comprennent, enfin qui ressentent des choses, et ça me plaît que les gens ressentent là sur la base d'une langue qui est africaine, voilà, qui n'est pas courante.